Moi, parler de la mort, ça m'aide à traverser mes peurs. Ce qui m'effraie le plus, c'est de vieillir. J'aime pas m'imaginer mourir. Avez-vous peur de la mort? Non, parce que nous sommes des mortels. La mort ne me fait pas peur, c'est une délivrance. Mais pour moi, la mort, c'est une transition. Bienvenue au balado On meurt d'en parler, le balado qui parle de la mort, de la fin de vie et du deuil sans tabou. Au micro, Poussa Divani et Alain Labonté. Aujourd'hui, nous accueillerons Marie-Julie Chimbert et nous aborderons avec elle le sujet « Mourir dans la dignité ». Bonjour Marie-Julie. Bonjour à vous deux, merci de me recevoir. Merci à toi. Dans un premier temps, Marie, on tient à te féliciter parce que récemment, on t'a décerné un prix qui te fait chaud au cœur. Tu as été nommée lauréate 2020, gestionnaire féminine de l'année pour le Centre du Québec. Donc, bravo! Chapeau. Bravo à toi et à toute ton équipe. Oui, merci pour la MRC Drummond avec la Chambre de commerce. Je suis très fière pour ma gang et pour moi, évidemment. Merveilleux. J'aimerais dire, Marie-Julie, que aux gens qui nous écoutent et à Poussadi, entre autres, Marie-Julie et moi, on s'est connus il y a plusieurs années alors qu'on travaillait au Mondial des cultures de Drummondville. Moi, je faisais les relations de presse et Marie-Julie s'occupait de tout ce qui était commandite, marketing, tout ça. Et aujourd'hui, des années plus tard, Marie-Julie est devenue directrice générale de la maison et des services à domicile René Verrier à Drummondville et présidente bénévole du conseil d'administration de l'Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec. Marie-Julie, je trouve que du Mondial des cultures au rôle que tu as aujourd'hui, c'est quand même deux mondes. Est-ce qu'il y a eu des déclencheurs auparavant qui ont fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves vraiment à la bonne place? Ben oui, je pense que ma mère était infirmière et elle a longtemps œuvré à l'époque avec mon père chez les Inuits pendant une dizaine d'années. Okay. Et mon enfance a été bercée par toutes sortes d'histoires très particulières avec la culture inuite, sur comment ces gens-là, ils vivent évidemment leur vie, mais comment ils vivent leur mort également. Et encore aujourd'hui, ma mère témoigne de plusieurs choses. Elle vient justement sortir un livre elle-même qui s'appelle Agnès Yurti, et puis où elle raconte ses expériences. Et je me rappelle d'une histoire qui m'avait marquée, notamment avec une vieille Inuit qui avait demandé à toute sa famille de la laisser quitter toute seule le village parce qu'elle voulait aller vivre sa mort juste elle-même, avec elle-même devant l'immensité, en leur disant de retourner la chercher quelques jours plus tard. Alors, c'est un contact particulier, c'est des histoires comme ça qui ont marqué un peu ma jeunesse, mon enfance, mais aussi quand dans ma jeune vingtaine, j'ai moi-même perdu mon père à l'âge moi j'avais 25 ans, mon père avait 54 ans quand il est décédé d'un cancer et je l'ai accompagné évidemment là-dedans. Ma mère a été sa proche aidante. Et inévitablement, à un moment donné, à l'âge de 35 ans, j'ai parlé à mon père. Je lui ai demandé, dans une conversation avec la pleine lune, de m'envoyer un boulot, un travail, une mission de vie dans laquelle j'allais être capable de mettre tout mon talent et toutes mes compétences et toute la personne que je suis pour servir ma communauté. Et 3 mois plus tard est arrivé la job de la Fondation René Verrier pour réaliser le rêve et l'objectif de cette famille-là qui voulait bâtir une maison de soins palliatifs à Drummondville. Alors, toutes les boucles s'attachent comme ça. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Et ça fait 10 ans aujourd'hui que je suis la directrice générale de cette grande œuvre-là pour la communauté chez nous. Puis je suis vraiment très fière d'être là. Très intéressant. Puis, on sait que les maisons de soins palliatifs, c'est quand même un milieu qui est méconnu, n'est-ce pas, Marie-Julie? Est-ce que, selon toi, on fait assez d'efforts pour les exposer davantage? On sait qu'elles ont apparu au Québec en 1985, puis aujourd'hui, en 2020, pardon, on peut en dénombrer à peu près 35. Mais c'est quand même encore
un milieu qui est méconnu. Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse plus d'efforts pour les mettre à l'avant, ces maisons-là? Comment on peut davantage en parler? Oui, en effet. Puis déjà, le fait que vous nous fassiez une place dans votre émission, c'est déjà ça de prix. En effet, les 35 maisons de soins palliatifs, on est tous confrontés à une réalité qui fait en sorte que les soins palliatifs, c'est un peu tabou, hein, puis c'est pas juste un peu, ça l'est. Ouais. Souvent, les maisons de soins palliatifs sont vues comme des endroits, oh mon Dieu, c'est la maison des morts, c'est la maison où on meurt. Oui, c'est ça, pour alors, mourir. Les gens ont peur. Des mouroirs. Oui, c'est ça. Les gens ont peur de ce que sont les maisons de soins palliatifs, mais c'est parce qu'ils ont peur des soins palliatifs, tout court. Les gens ne savent pas qu'un soin palliatif, la mission de ce qu'on fait, autant dans les maisons de soins palliatifs que dans tous les intervenants qui œuvrent en soins palliatifs, notre mission, c'est de justement préparer ce phénomène naturel-là qu'on va tous vivre un jour. On va tous mourir un jour. Et un soin palliatif, c'est le soin qui englobe pas juste le corps physique, mais tout l'aspect psychologique, spirituel, nos familles, nos amis, pour pouvoir bien se préparer tout le monde ensemble et soi-même dans un corps qui ne souffre pas. Le soin palliatif, au niveau physique, cherche le soulagement optimum de la douleur. Il ne cherche pas la guérison. Il cherche vraiment que le corps ne souffre plus pour justement qu'il puisse profiter à fond de ce que la vie lui reste à apporter dans son quotidien avec les gens qu'il aime, avec sa famille et son entourage. Et une maison de soins palliatifs, c'est ça qu'on fait à tous les jours. C'est notre expertise. Nos médecins sont là à tous les jours. On a des infirmières 24 heures sur 24 pour être auprès de nos patients pour que les familles, les amis puissent reprendre leur rôle à eux. Parce que trop longtemps, les gens, quand on reste très longtemps malade à la maison, on n'a pas accès à notre médecin, on n'a peut-être pas le bon dosage de médicaments, on est tout mêlé là-dedans. Notre conjoint, nos enfants qui veulent prendre soin de nous autres, c'est pas des médecins, c'est pas des infirmières, c'est pas des psychologues, c'est pas des pharmaciens. Alors, tout le monde devient complètement au bout de son rouleau et quand on arrive dans une maison de soins palliatifs, c'est là où tout le monde reprend son rôle. Alors, une dame qui va venir accompagner son mari en fin de vie, elle va redevenir sa tendre et douce épouse, puis elle va nous laisser le soin d'être son médecin, son infirmière, son psychologue, son thérapeute, puis tout le monde va pouvoir vivre une fin de vie dans la dignité, parce que c'est ça. Mais dans le fond, Marie, ce que tu dis, bon, les gens ont peut-être le regard d'une maison de soins palliatifs comme un genre de mouroir, mais de la façon que tu le décris, c'est un endroit qui est très lumineux au final. Ce sont tous des endroits très lumineux. Ce sont des endroits où la vie est optimale, où chaque journée est un trésor pour tout le monde, autant pour les patients que pour ceux qui l'accompagnent. Puis ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu dis, c'est que chaque individu qui entoure la personne qui va aller mourir chez vous, ben, elle reprend son rôle dans la vie. Il trouve son rôle. C'est ça qui est bien, je trouve. Mais en même temps, dans tout ça, moi, là, j'avais vraiment une fausse impression que les maisons de soins palliatifs, c'est que ça coûtait cher, que c'était pas accessible, qu'il fallait débourser des sous. Non, mais je trouve que c'est ça. On a une désinformation à ce milieu parce qu'on ne s'intéresse pas à ça. J'ai l'impression que Marie va réagir là-dessus. Je l'entends rigoler, là, oui. Non, mais... Ça me fait plaisir de corriger cette fausse pensée-là parce que toutes les maisons de soins palliatifs sont gratuites. Tous les soins que l'on donne 24 heures sur 24 sont gratuits grâce à la générosité de notre communauté. Alors, évidemment, on est toutes subventionnées avec environ 50% de notre budget d'opération vient d'une subvention ministérielle, mais l'autre 50%, ce sont les dons de nos communautés, de nos partenaires, de nos activités levées de fonds qui font en sorte que tout ce qu'on fait est gratuit pour tout le monde
tout le temps. Alors, peu importe ce qu'on a dans notre portefeuille, peu importe d'où on vient, la couleur de notre peau, quelle religion on a ou quelle maladie on est toujours bienvenu dans une maison de soins palliatifs pour justement vivre sa mort dans la dignité. Donc, je n'étais pas la seule à avoir cette fausse croyance-là. Non, il y en a plusieurs qui l'ont parce que les maisons sont très belles et elles ont coûté plusieurs millions à construire. Alors, les gens pensent automatiquement que, ah, mon Dieu, je ne peux pas m'en aller là, ça va coûter bien trop cher, je ne peux pas me payer ça. Mais c'est gratuit. Mais comment on en arrive à pas s'inscrire, mais en fait, à pouvoir accéder à ces soins-là dans les maisons de soins palliatifs? Est-ce qu'il faut passer par un médecin? Bien évidemment, mais c'est l'hôpital qui nous envoie parce qu'il n'y a plus de place. Comment ça fonctionne? Ça peut venir de plusieurs chemins différents. En fait, c'est sûr qu'il faut avoir un pronostic de fin de vie de 2 à 3 mois maximum d'espérance de vie. On n'est pas des milieux de vie à moyenne ou longue durée. La durée moyenne de séjour dans les maisons de soins palliatifs, c'est 3 semaines. Donc, c'est comme ça qu'on accueille 4000 patients par année dans nos 35 maisons. Puis, chaque patient nous est référé soit par son médecin, soit par une infirmière pivot qu'on appelle, avec lesquelles on travaille, qui sont dans les CLSC ou les équipes dédiées en soins palliatifs à domicile dans chacun des territoires. Ou alors, ça peut être aussi carrément le patient lui-même ou sa famille qui s'informe, qui s'organise pour nous envoyer le dossier médical du patient. Et on peut, dans les meilleurs cas, passer directement de chez soi jusqu'à la maison de soins palliatifs sans transiger par le réseau de la santé, puis éviter d'aller à l'urgence, puis éviter de se retrouver dans des attentes de corridors, et etc. Et ça, c'est vraiment ce que l'on privilégie. On essaye de mettre en priorité toujours les patients qui viennent du domicile. Et grâce notamment aussi, évidemment, à tous les gens qui travaillent avec nous, mais à nos bénévoles aussi, nos maisons de soins palliatifs sont remplies de personnel bénévole qui deviennent tous des ambassadeurs. Et les ambassadeurs parlent pour nous et les familles qui ont reçu nos services parlent ensuite et témoignent de comment ils ont bien été servis et bien soignés. Et c'est comme ça qu'on réussit à servir le plus grand nombre de gens possible à chaque année. Marie-Julie, ça m'amène à rebondir sur la pandémie qu'on vit actuellement. Étant donné que, bon, il y a un pourcentage qui est alloué par le gouvernement, tout ça, mais qu'il y a une autre partie qui relève des levées de fonds. Donc, depuis 6 mois, j'imagine qu'il y a certaines maisons qui éprouvent un peu de difficulté à aller chercher les ressources puis les moyens pour offrir les mêmes services qu'avant. Est-ce que ça t'inquiète, toi, quand tu regardes un portrait global des 35 maisons? As-tu peur qu'il y en ait quelques-unes qui disparaissent d'ici quelques mois? Oui, écoute, c'est une très bonne question. J'ai eu très peur au début de la pandémie parce que les maisons de soins palliatifs n'ont pas des capacités de liquidité qui sont illimitées. Et les fonds pérennité sont pas très épais dans la majorité des cas. Et comme ce sont des bénévoles qui travaillent avec nous beaucoup, qui ont fait beaucoup de levées de fonds, il faut quand même payer nos travailleurs professionnels et ça coûte des millions de dollars à chaque année. Et on peut pas perdre ce monde-là. On a besoin d'eux autres, sinon on va fermer. Donc, c'est sûr que chaque cause, toutes les causes sont bonnes, là, puis comprenez-moi bien, puis on sait qu'on tend la main souvent aux gens de nos communautés, mais aujourd'hui, encore plus que jamais, on a besoin de la fidélité de nos donateurs, on a besoin de la fidélité des entreprises qui peuvent se permettre de continuer d'être avec nous, parce que au bout du compte, nos maisons de soins palliatifs, ce sont des maisons où la fin de vie est possible dans la douceur pour tout le monde. Si on devrait s'en passer dans telle ou telle région parce que l'essor économique n'est pas assez bon, ce sont des milliers de gens qui seraient mis en péril là, dans leur fin de vie. Ça serait très grave. Alors, merci de soulever cette question-là. Puis oui, c'est important de donner, notamment via tous les sites web. Toutes les maisons de soins palliatifs ont leur propre site web et vous pouvez donner des dons directement en ligne dans la maison de soins palliatifs de votre territoire, c'est certain. Et est-ce qu'il y a un site où on peut retrouver toutes les maisons à travers l'Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec? Oui, absolument. Alors, c'est l'Alliance, donc le mot Alliance, MSPQ,
msp.com. OK. Parfait. Merci. C'est une bonne ressource, ça, pour Ouais. pouvoir... Et j'imagine que dans le temps de la pandémie, Marie-Julie, vous avez vécu des situations quand même difficiles parce que, oui, bon, il y a une personne qui s'en va vivre les derniers jours. Là, il y a eu le confinement. Il y a eu une certaine logistique à l'interne que vous avez dû appliquer. Oui, des règles sanitaires Comment ça s'est strictes, passé? oui. Ben, même encore aujourd'hui, comment ça se passe pour vous autres? Ah, ça, c'est l'affaire la plus difficile, là, parce que, tu sais, nous autres, notre nature profonde, c'est d'accueillir tout le monde à bras ouverts, de les bercer, de les consoler, de sécher leurs larmes, puis de les embrasser avec tendresse, là. Alors, là, le 2 mètres de distance, les masques, ce qu'on appelle les EPI, donc les équipements de protection individuelle, faut qu'on soit comme déguisés comme des cosmonautes tout le temps pour prendre soin de notre monde. Il faut qu'on place nos patients en isolement 14 jours à leur arrivée, quand on sait que la durée moyenne de séjour, c'est 3 semaines. C'est pas évident. Puis en même temps, les familles de ces gens-là, ils savent que ces derniers temps-là, c'est tellement précieux. On fait tout ce qu'on peut pour accueillir tout le monde à bras ouverts, mais en protégeant nos employés, nos bénévoles, pour qu'ils puissent continuer d'être là, parce que si on a un soldat qui tombe, on fragilise toute l'équipe. Puis on n'est pas le réseau, nous autres, on n'a pas une liste de noms d'appels qu'on peut appeler, puis on peut pas faire des temps supplémentaires obligatoires. On fait pas ça dans les maisons de soins palliatifs. Alors, c'est très, très, très difficile. C'est contre nature pour nous. Puis pourtant, on réussit malgré tout à garder le sourire en arrière de notre masque. On réussit quand même à prodiguer des soins d'une tendreté extraordinaire pour tout le monde. Il y a pas une famille qui part de chez nous en nous disant qu'ils ont eu une mauvaise expérience. C'est quasi unanime tout le temps, malgré la pandémie. Et la pandémie, est venue renforcer notre sentiment de faire attention à nous autres, de faire attention aux gens qui nous entourent, de prendre soin de notre santé, puis de se mettre un masque, puis de se laver les mains, puis de faire attention pour que les gens du personnel du réseau de la santé, ils puissent continuer d'être là. On peut pas se permettre de perdre nos soignants parce que ça nous tente quand même de faire des parties entre nous autres, là. Faut qu'on fasse attention aux gens qui prennent soin de nous. La pandémie va nous l'avoir bien prouvé. Hey, là, je veux juste vous dire que j'ai fait une erreur. Oui. J'ai fait une erreur dans mon site web. Ah! J'ai fait une erreur dans mon site web. Moi, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de A commercial. Tu peux nous la redonner, Marie-Julie. Oui, hein, c'est le mot alliance, msp.com. Il n'y a pas de commercial là-dedans. On n'a même pas porté attention. Tu vois, on était tellement dans le vif du sujet. Mais est-ce que vous, dans les maisons de soins palliatifs, vous rencontrez, comme dans les différents centres hospitaliers, la pénurie de personnel? Est-ce que vous avez ce problème-là aussi? Ah oui. 80% des maisons de soins palliatifs, on manque de personnel. On n'a pas beaucoup de gens sur notre liste de rappel. On fait qu'on en demande un petit peu plus. Comme je vous donne un exemple ici à Drummondville. Ça fait 9 mois qu'il nous manque une infirmière de nuit. Alors, mes autres infirmières de nuit sont toujours en duo. J'ai toujours une infirmière et une infirmière auxiliaire 24 heures sur 24. Puis pendant la journée, j'ai des préposés aux bénéficiaires qui viennent s'ajouter. Puis on a des bénévoles aussi qui viennent s'ajouter à cette équipe-là pour prendre soin de nos 10 patients en fin de vie. Mais depuis 9 mois, il nous manque une infirmière de nuit. Fait que les 3 autres du quart de nuit, ils font un petit peu plus de chiffres. Puis là, quand ils sont un peu trop fatigués, on a des préposés aux bénéficiaires qui viennent prendre la relève, qui prêtent main forte. Puis là, des fois, j'ai des infirmières de soir qui travaillent des 12 heures au lieu des 16 heures. Puis là, les infirmières de jour aussi, ils viennent baquer. Mais on n'en trouve pas. C'est épouvantable. Ça fait 9 mois qu'on cherche. Puis ça, je suis pas la seule. C'est partout pareil. Ouais, et les gens du réseau de la santé, ils sont exténués. Alors,
Je Mais vis dans un corps. Mais chez vous, prendre soin de nous. est-ce que la famille, je sais, avec les restrictions sanitaires, est-ce que la famille, malgré les restrictions sanitaires, peuvent quand même apporter un grand support à justement cette pénurie-là? Oui. Puis ils disent, gars, moi, je vais devenir comme un peu aidant naturel, mais dans maison de soins palliatifs. Oui, bien sûr, mais évidemment, une fois que la personne est entre nos mains, on prend soin et on prend en charge d'elle au niveau médical, au niveau clinique. Alors, une administration d'un certain type de médicaments intraveineux, on va pas demander à une épouse de faire ça à son mari. C'est pas son rôle. C'est notre rôle à nous autres. Alors, on va s'entraider, on va se prêter main forte, on va accepter, puis on va accueillir évidemment l'approche aidante qui veut continuer d'œuvrer avec nous autres. Mais c'est notre rôle d'être là, puis on réussit à le faire malgré tout. Mais on espère vraiment que les meilleurs jours et la lumière au bout du tunnel s'en vient bientôt parce qu'on va en avoir besoin assez rapidement, ça c'est sûr. Puis en même temps, on n'est pas les seuls comme ça. Tout le réseau de la santé est pris dans la même situation. Fait que je le répète, merci à la population de prendre soin de nous. On a besoin que la population soit collaboratrice dans toutes les prochaines semaines, les prochains mois. C'est essentiel. C'est ça. On n'a pas les moyens de perdre des joueurs, là. C'est ça. Non. Je voulais savoir, Marie-Julie, dans ton quotidien, en tant que directrice générale, tu portes quand même beaucoup de chapeaux, là, parce que, bon, que ce soit pour aller chercher des sous, faire des demandes de subventions ou ne serait-ce que l'embauche, c'est quoi une journée type dans ton quotidien? Il y a plusieurs journées, type de journée. Oh, c'était bien dit, hein, ça? Il y a la journée où je vais essayer de me concentrer au niveau administratif. Donc, oui, au niveau de toutes les relations et les devoirs administratifs que j'ai à faire. Il y a une journée où je vais essayer d'être le plus présente possible au niveau de nos patients, de leur famille. C'est important pour même quand on est au niveau de l'administration, de s'assurer de connaître notre monde par leur nom, puis s'assurer de connaître chaque patient, chaque famille. On les accueille chez nous, c'est normal qu'on aille les voir un peu puis qu'on jase un peu. Il y a l'autre journée où je vais essayer de m'occuper le plus possible de mon monde, hein, de nos employés, de nos bénévoles. Et comme on est en période de manque de personnel, ben je vais aussi m'asseoir au poste puis je vais répondre aux cloches puis je vais aller servir des dîners ou ben non, je vais aller m'asseoir à la réception puis je vais dire bienvenue à la maison René Verrier parce que j'ai pas de bénévole. Mais c'est ça. Et puis sinon, ben, on essaie de se réinventer, puis on essaie de trouver la prochaine activité levée de fonds virtuelle qui va fonctionner. Puis on appelle, puis on communique avec nos donateurs, puis nos partenaires pour les remercier d'être là. Fait que ça rentre pas souvent dans une semaine normale de 40 heures. Ça dépasse pas mal plus souvent que ça. Mais on le fait tout avec bon cœur, puis on le fait tout avec bonheur parce que c'est un privilège pour nous d'être là, c'est sûr. Ça me fait penser, Marie-Julie, corrige-moi là, si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'à la Fondation René Verrier, c'est pas la première maison de soins palliatifs qui a accueilli un chien entre ses murs? Oui, c'est la première maison de soins palliatifs qui a accueilli un beau chien Mira. Il s'appelle Clown et actuellement, il est avec moi dans mon bureau parce que c'est l'heure de sa sieste. Et puis, il y a eu une grosse journée. On a eu 2 fins de vie là, depuis 24 ans, donc il a été très sollicité. Et puis, Clown est avec nous maintenant depuis 1 an et demi. Et d'ailleurs, il fait l'objet d'une émission complète qui peut être retrouvée sur le site web uni.tv où une série d'émissions qui suit les chiens Mira dans leur travail. Et ils ont suivi pendant toute une journée de tournage notre chien dans notre maison René Verrier à Drummondville. Et ça donne une émission complètement extraordinaire. Et là, il vient de se lever et de se secouer, fait que je m'excuse si vous entendez ça. Depuis qu'il est arrivé chez vous,
c'est quoi que ça fait comme effet auprès des gens qui justement vont vivre leurs dernières heures? Est-ce que la plupart des gens retombent en enfance ou ça évoque des souvenirs, peu importe lesquels, mais ça doit être tendre, ça doit être doux, Un peu des deux. j'imagine. Oui? Un peu des deux, vous savez, je considère qu'un chien a un niveau de pureté, et tout animal a un niveau de pureté et de compassion et d'accueil sans jugement que n'importe quel être humain ne réussira pas à avoir, malgré toute la bonne volonté du monde. Il y a juste un animal qui ne te juge jamais, qui t'offre une tendresse infinie et inconditionnelle. Et un chien Mira comme Clown, ça a une qualité tellement supérieure dans cet instinct-là d'accompagnement et de compassion. Clown a fait de nombreux jaloux dans les maisons de soins palliatifs et à Montréal, il y a la maison pour enfants-familles Le Phare qui vient d'accueillir son chien Mira qui s'appelle Benelux. Et je sais qu'il y a 2-3 autres maisons qui ont aussi fait la demande à Mira pour avoir un chien également, mais ça coûte cher, un chien Mira, c'est normal, parce que la Fondation Mira aussi, c'est une bonne cause. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à aider le plus grand nombre de gens possible. Donc voilà, c'est toujours plein de projets. Tu sais, les maisons de soins palliatifs, oui, on accueille et on côtoie la mort à tous les jours. Pour nous, c'est normal. Mais on a quand même plein de projets en tête pour la vie qui s'en vient, puis pour la vie de nos patients, puis la vie de nos employés, puis de nos bénévoles. Fait que, voilà, merci de le souligner, mon beau Claude, je l'ai noté. C'est tout qu'une bête. Imagine, tu sais, des chiens partis dans les maisons de soins palliatifs, ça va faire des beaux parties de bureau. Hein? Mais dis donc, Marie-Julie, justement, tu parles de toutes tes journées, de ton quotidien, mais tu sais, à chaque jour, tu rentres, tu ne sais pas qui va mourir. Tu sais, côtoyer c'est la mort de façon aussi présente. Toi, ton rapport à la mort, c'est quoi? C'est comment tu vois ça, la mort? Le fait d'en côtoyer autant. Ça a énormément changé. Il y a eu le avant la maison René Verrier, puis le après. J'ai vu mon père mourir à l'âge de 54 ans. J'ai trouvé ça atroce, d'une injustice absolue. Mais heureusement, mon père avait eu la chance quand même d'avoir quelques semaines devant lui pour dire ses adieux. C'est encore plus dramatique quand c'est accidentel, la mort. Là, on ne parle pas de la même chose, mais à l'intérieur d'une maison de soins palliatifs, toutes les morts sont prévisibles. Et c'est vrai que depuis 5 ans maintenant, bientôt 6 ans que la maison René Verrier est ouverte, ma conception de la mort a complètement changé. Pour moi, c'est devenu quelque chose de pas du tout épeurant. C'est devenu quelque chose de beau, la mort. C'est beau, la mort. Quand c'est fait et quand ça se vit dans la douceur, sans souffrance, entouré des gens qu'on aime, dans un lieu conçu et équipé pour ça, qui est, on le disait tantôt, lumineux et rempli d'amour. Donc, tous les gens qui partent dans une maison de soins palliatifs partent avec cette douceur-là. Et moi, qui suis témoin du travail de notre équipe et de nos bénévoles à tous les jours et que je vois à quel point ils sont investis avec passion dans cette mission-là, laissez-moi vous dire que le jour où ça va m'arriver, puis que peu importe quel âge j'aurai, j'ai la chance d'avoir une vie magnifique et extraordinaire. Je vais être reconnaissante pour la vie que j'ai et je le suis à tous les jours d'être reconnaissante. C'est une des clés du bonheur, je pense. Et le jour où ça m'arrivera, ben je vais me garrocher dans une maison de soins palliatifs parce que c'est là que je vais vouloir qu'on prenne soin de moi pour ma fin de vie, c'est sûr. Mais c'est un privilège de pouvoir accompagner des gens dans la mort comme ça. Hein. Ben oui, absolument. Oui, oui. Marie-Julie, si on te demandait un souvenir depuis les 10 dernières années, un souvenir qui t'a profondément marqué humainement, je parle à la Maison Verrier, là où tu travailles.
Ah, j'en ai tellement, là, Alain, là, mais il y a tellement Ouais. de tranches de vie. Puis quand je les raconte, tu sais, on se connaît bien, là, je fais souvent des tranches de vie à la radio de Drummondville qui racontent ça, mais Ouais. il y en a une particulière. En fait, il y en a deux qui me montent en tête si on a le temps. La première, c'est dans les premiers mois de la maison René Verrier. On est tous un peu nerveux parce que c'est toute la première fois qu'on fait la job qu'on fait dans une maison de soins palliatifs. Moi, j'ai jamais été une DG de maison de soins palliatifs avant que la roue, celle-là, là, fait que j'avais jamais fait ça avant. Et les Ouais. infirmières, c'était la même chose. Du réseau, ils venaient d'ailleurs. Donc, c'était toute la première fois. Et il y a un soir où il y avait un patient qui était très, très, très agité. Et malgré qu'on savait, nos infirmières savaient qu'il y avait eu le bon dosage, la bonne molécule, le bon médicament, il était, au niveau physique, là, tout marchait. Là. C'était pas ça qui le faisait agiter. Et c'est là que notre infirmière est allée voir le patient et sa femme et elle a demandé à son épouse qui était dans sa chambre, elle a dit, Madame, ça fait combien de temps que vous êtes mariée avec votre mari? La madame a dit, ça fait 53 ans, ma petite. Je le connais par cœur, mon mari, puis je te le dis, là, qu'il fait pas. Fait que l'infirmière a dit, OK, mais là, votre mari, il rentre, il essaie de dormir, puis normalement, quand il dormait chez vous, est-ce que vous dormiez à côté de lui? Elle a dit, certain, ça fait 53 ans, on n'a jamais fait de chambre à part. Fait que l'infirmière a dit, ben, si ça vous tente, on va essayer ça, puis venez vous coucher à côté de votre mari, puis on va voir comment ça va se passer. Wow. Fait qu'ils ont installé le patient assez confortablement pour recevoir son épouse avec lui dans son lit, et ça a été instantané. Le patient s'est automatiquement calmé, il a arrêté d'être agité. Alors ça, c'est de l'instinct. Ça, c'est du soin palliatif à l'état pur. Et ça, c'est une des belles histoires qu'on a ici. Oui, très touchant. Puis on fait ça tous les jours. Oui. Oui. Vraiment. J'en ai une deuxième. On a tout le temps? Ben oui, on a toujours le temps. Là, c'est parce que c'est avec Clown, puis c'est parce qu'on vient d'en parler, mais c'est parce que Clown, je me rappelle d'un patient avec lequel il était très chum. Puis tu sais, Clown, là, il est supposé peser 95 livres, hein, mais il en pèse 102, 103 livres, parce qu'il y a des patients qui sont vraiment un petit peu trop chum avec qui donnent des biscuits de qualité, tu sais. Puis là, j'avais un patient qui adorait Clown, puis Clown adorait, puis quand ce patient-là est décédé, Clown, souvent, là où il se tient quand il n'est pas en intervention avec les patients dans les chambres, c'est au poste de garde. Et le patient, quand il est décédé, nous, on accompagne toujours nos patients à travers la maison. On dépose un linceul sur eux autres, puis on les accompagne à la sortie avec le camion du salon funéraire qui vient les chercher. Et Clown, il était à sa place au poste de garde et il a vu la civière passer avec le linceul dessus. Aucune façon pour lui de savoir c'était qui là, qui était en train de passer dans le corridor. Mais d'instinct, il s'est levé puis il a été accompagné son chum jusqu'à la sortie. Et ça, c'est pas parce qu'on l'a appelé, puis c'est pas parce qu'on l'a donné avec nous autres. Et ça, c'est la toute première fois où Clown a accompagné un patient et quand il a fait ça, on s'est dit, ben, on va faire ça à chaque fois maintenant. Alors, à chaque fois qu'il y a un patient qui quitte, qu'il a été chum un peu avec Clown, ben, Clown, il accompagne le patient jusqu'à la sortie. Fait que ça aussi, c'est de la thérapie. Puis après ça, ben, il est présent pour nos employés puis nos bénévoles. Puis après ça, ben, c'est avec nous autres qui fait de la zoothérapie. Parce que nous autres aussi, on a besoin de lui puis on a besoin de passer nos émotions des fois. Ben oui, je comprends. Ah, ben écoute, merci beaucoup, Marie-Julie, pour tous ces beaux témoignages. Hein. C'est vraiment touchant. Ça démystifie un peu aussi le regard intérieur de comment ça se passe et puis tout le volet humain aussi des gens derrière ces soins-là et puis qui supportent la famille, le personnel et le public aussi. Je veux dire, on est arrivé à la fin de notre balado où on pose la question du testament d'un bon vivant. Et on avait pigé la question quelle chanson aimerais-tu jouer à tes funérailles? Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quel a été ton choix?
Oui, certain, puis ça me fait plaisir parce que ça va faire un souvenir à Alain qui a assisté à mon mariage l'été passé. Il y a une sacrée chance que je me suis mariée l'été passé d'ailleurs, hein, je serais-tu passée dans le bar cette année? Et- Alors, oui. la chanson... Pas juste toi. Oui, ça, c'est une des choses dans lesquelles je suis reconnaissante. Oh mon Dieu! Alors, la chanson qui m'a accompagnée quand je suis sortie pour aller me marier les deux pieds dans le gazon, les deux pieds nus dans le gazon, c'était le canon de Pachopdale. C'est ce que j'aimerais. Très beau. C'était un beau moment d'ailleurs. Oui. Donc, ben, c'est un bon choix. Je l'imagine bien. Je vais m'en occuper, Marie-Julie. Une coupe de champagne, n'oublie pas. Oui, c'est sûr. Eh ben, merci infiniment, Marie-Julie, pour ton temps. Puis moi, j'en ai appris beaucoup. Absolument. Donc, merci infiniment.